Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio ITEME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio ITEME, c'est le pouvoir de la parole. Chers auditeurs de la radio ITEME, bonjour. Vous êtes avec Aline Ndabaga et Achille Kamana dans une nouvelle émission. Une émission qui va beaucoup se centrer ou bien qui va s'articuler sur la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC avec les combats qui ont repris et qui se sont intensifiés dans ces derniers jours. Nous avons vu plusieurs images, des images atroces, des images de plusieurs personnes, de plusieurs soldats qui ont été tués sur le front. Nous allons aussi parler de la situation sociopolitique et économique d'ailleurs au Rwanda, en nous basant sur certains rapports qui ont été publiés dernièrement, ainsi que sur des discours qui ont été prononcés, notamment celui du président Félix Tshisekedi lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser le micro ou la parole à ma collègue Aline Ndabaga qui va diriger cette émission. Aline, si tu m'entends, le micro est à toi. Bonjour Achille, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Je vous remercie encore une fois d'être avec nous. Comme d'habitude, on va faire une petite émission sur la situation dans la région des Grands Lacs. On va parler de la RDC et des combats actuels entre le M23 et les milices des Wazalendo dans la région du Massissi. On va aussi parler du discours du président Félix-Antoine Tshisekedi à l'ONU. Et puis, on va finir par parler du fait que la France a enfin appelé le Rwanda à cesser son soutien militaire au M23. Donc, sans plus tarder, donc, en ce moment, au moment où je vous parle, nous sommes le 10 octobre. Il y a des combats depuis quelques jours entre le M23 et les milices Wazalendo dans l'est du Congo, donc dans la province du Nord Kivu. Et ces affrontements, en fait, opposent les rebelles du M23, mais qu'on aime appeler RDF, donc le RDF, qui est l'armée rwandaise, car dire que les rebelles du M23 sont soutenus par le Rwanda n'est pas vraiment correct, car le M23 est bien l'armée rwandaise avec le M23 comme, disons, une espèce de carapace pour faire croire qu'il y a des rebelles, mais en fait, c'est pas des rebelles, c'est l'armée rwandaise. Et selon les rapports et les différents articles qu'on lit en ce moment, ces combats s'inscrivent dans une montée de tension dans la région. On a entendu ces derniers jours que le Burundi a cédé certaines régions qui étaient occupées par l'aircraft, donc l'armée de l'East African Communities, la communauté de l'Afrique de l'Est. Et donc cela a vraiment dérangé le M23/RDF parce que pour eux, ils ne voulaient pas que l'armée du Congo, les FARDC, puissent occuper leurs terres. Ils étaient contents de voir l'armée congolaise hors de ces terres et pour pouvoir enfin continuer leur massacre en toute impunité. Et donc, on sait aujourd'hui que Kagame continue de déployer des milliers de soldats rwandais au Congo. Il y a même des morts qu'on a retrouvés avec des cartes d'identité rwandaises, donc il n'y a pas vraiment à avoir des doutes sur cela. On sait qu'il y a des satellites dans plusieurs rapports qui ont vu ces déploiements. Et on a aussi un témoin oculaire qui nous a communiqué qu'il a vu 80 camions en route pour le Congo à partir du Rwanda avec des hommes ainsi que du matériel.
On a aussi des témoignages dans des rapports de Human Rights Watch de personnes qui ont fui, donc de jeunes hommes en réalité, qui ont fui le pays pour ne pas se retrouver forcés à aller se joindre à cette guerre insensée au Congo. Et lorsque vous dites fuir, pourquoi? C'est parce qu'en fait, Kagame, bien sûr, le peuple rwandais ne soutient pas cette guerre. Les jeunes ne vont pas toquer à sa porte pour se joindre à cette guerre. Donc, ce qu'il fait, c'est en fait les kidnapper, les forcer à aller se joindre à cette guerre. Donc, ceux qui sont chanceux ont la possibilité de partir, de s'enfuir, de se retrouver réfugiés dans d'autres pays de l'Afrique de l'Est. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas cette chance et se retrouvent dans cette guerre au Congo. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que il faut se méfier des opposants qui disent que Tshisekedi a échoué. Il faut d'abord dire qu'il a fait une diplomatie absolument impeccable. Il a dû aussi prendre le temps de préparer les soldats. Il a dû aussi prendre le temps d'acheter de l'artillerie, mais aussi attendre que les échéances soient dépassées avant de passer à la défense. Je pense que c'est très important de savoir que s'il s'était lancé dans cette guerre sans attendre ces choses-là, c'est vos frères et sœurs, cousins et membres de votre famille qui auraient péri dans une guerre sans la préparation adéquate. S'il serait lancé dans cette guerre prématurément, il n'aurait pas eu l'artillerie dont il avait besoin pour pouvoir vaincre le M23, ce qui est en route, j'en doute pas. Et aussi, il faut absolument, il était très important pour lui de travailler cette diplomatie pour ne pas avoir de reproches de la part de la communauté internationale. Donc personnellement, moi je lui tire un coup de chapeau, car d'autres auraient envoyé des troupes non préparées à la guerre. Ils auraient mis le pays et la communauté internationale à dos. Et donc aujourd'hui, je pense que Tshisekedi est dans une bonne place pour passer à l'attaque, car il a bien préparé le terrain. Donc, nos chers frères et sœurs congolais, je leur dis, méfiez-vous absolument de tous ces opposants qui viennent vous dire que Fachi a échoué, parce que pour la communauté internationale, maintenant ils comprennent toute attaque, ils le comprendraient parce qu'il a préparé le terrain. Et je pense aussi que il faut voir que le discours de certains de ses opposants est le même le discours de Kagame, qui dit que c'est la faute à Tshisekedi, que c'est la faute aux autres et pas la faute à eux. Donc c'est très important de bien lire ce qui se dit à partir de sources de sources fiables et de garder vraiment l'œil ouvert, car il y a beaucoup d'informations par-ci par-là qui vous disent qu'il aurait dû se lancer plus tôt, qu'il est trop lent. Mais moi je pense que ce que a fait le Congo était d'une patience, d'une maîtrise impeccable, et je pense que il ne faut que les soutenir. Et d'ailleurs, nous, les Rwandais, le peuple rwandais, on soutient nos frères et sœurs du RDC. Nous ne sommes pas avec Kagame. Kagame n'est pas notre président. D'ailleurs, on l'a pas choisi. C'est quelqu'un qui s'est mis sur un piédestal et dont on n'a pas pu se débarrasser depuis 30 ans. Et sachez que nous sommes avec vous, parce que, comme l'a bien dit Tshisekedi, nous avons un ennemi commun, et ce tyran doit partir, et je pense qu'ensemble on pourra le faire. Donc Achille, avant de donner la parole, je voudrais juste dire que on sait que Kagame est la source de nos malheurs, tant au pays, au Rwanda, qu'en RDC, et je pense qu'aucun homme sain aurait quoi que ce soit à reprocher à Tshisekedi face à la manière dont il a joué ses cartes pour qu'on puisse en arriver là, où on sait que le M23 est en train de perdre le terrain, est en train de perdre des hommes, est en train de perdre cette guerre en fait. Et donc,
que veux-tu dire à nos auditeurs au sujet des combats qui sont en cours et sur aussi l'attitude de Kagame qui envoie nos jeunes pour qu'ils se suicident en fait, hein, parce que c'est une guerre qu'ils ne vont pas gagner au Congo. Merci. Merci à Aline d'avoir tenu à partager à nos auditrices et auditeurs la situation qui prévaut en RDC et de faire un petit décryptage de la situation aussi politique, géopolitique, diplomatique. Je voudrais d'emblée souligner le fait que en RDC, donc en République démocratique du Congo, on voit plus ou moins un fonctionnement étatique, mais dans l'optique de l'état de droit. C'est-à-dire que le pays est en guerre, une guerre qui vient de l'extérieur, une guerre qui n'a pas été provoquée par les Congolais eux-mêmes. C'est une guerre qui a été imposée par le Rwanda avec ses partenaires. Malgré cela, on fait face à un régime qui est en train de préparer des élections qui vont avoir lieu en décembre 2023. Et donc, on devrait saluer le courage de ce régime, on devrait saluer le courage des Congolais dans leur ensemble, dans leur diversité, et le fait qu'il y ait des Congolais qui ne sont pas d'accord avec la politique du président Tshisekedi, c'est tout à fait normal. C'est ça l'exercice de la démocratie, et c'est ça aussi la pluralité des idées. Et donc, d'avoir un pays qui, dans une guerre imposée par un autre pays, fonctionnait dans ce sens, préparait des élections, ce n'est que louable et ce n'est que enviable. En tant que Rwandais, nous souhaitons faire face à ce genre de situation aussi, que de continuer à faire face à un régime sanguinaire, autoritaire, qui ne respecte aucunement la dignité humaine. Et donc, par rapport aussi à la situation sur le terrain, je fais partie d'un mouvement politique, l'Alliance rwandaise pour le changement. On vise à la restauration du respect de la dignité au Rwanda. Je dois m'indigner et dénoncer cette énième tentative, cet acharnement de Paul Kagame, parce que cette guerre, c'est une guerre qui est basée sur le caractère, qui est basée sur l'attitude d'un seul homme. C'est Paul Kagame. Son esprit hégémonique, accompagné de l'esprit diabolique, dont plusieurs personnes lui ont attribué, fait en sorte qu'il s'entête à vouloir maintenir sa mainmise sur les ressources naturelles de la RDC. Et pourtant, le régime du président Tshisekedi a tout fait pour développer des partenariats plus ou moins économiques où le Rwanda serait gagnant, des partenariats sur l'exploitation des ressources minières, mais aussi, Aline, si tu t'en souviens très bien, il y a quelques mois, la compagnie rwandaise Air Rwanda avait le droit de pouvoir transporter la clientèle en RDC. Et tout ça, on y a mis fin à cause de cette agression du Rwanda sous couvert du M23. Pour rappel, le Rwanda a agressé la RDC en 96 et c'était suite au fait que tous les réfugiés rwandais, tous les réfugiés de la guerre et du génocide et puis de toute cette guerre civile ont été dirigés au Zaïre, qui est actuellement la RDC. Et cela a constitué deux motifs. Le premier motif étant que pour Kagame, il y avait des miliciens inéramés et les ex-FAR, donc l'ancienne armée rwandaise, qui se préparaient à attaquer le Rwanda pour reprendre le pouvoir. Et donc, pour lui, il fallait les attaquer sur place et les anéantir. Deuxième chose, c'était de rapatrier les réfugiés rwandais. Mais vous écouterez le film ou le documentaire L'Empire du silence, vous écouterez ce que Alain Foucault dit dans ses documentaires, vous écouterez ce que Charles Onana dit dans ses livres, dans ses interventions, avec toutes les recherches. Vous écouterez Michaela Wrong, Judy Riva dans les livres qu'elles ont publiés. Vous écouterez le documentaire The Untold Story of Rwanda. Tout a été documenté et tout démontre que l'intérêt de Kagame, c'était la mainmise sur les ressources naturelles. Ce pays qui est la RDC a été exploité à ciel ouvert par le Rwanda et ses acolytes ou bien les multinationales qui coopéraient avec lui. Et donc, c'est tout ça qui amène les Congolais à s'indigner et à dire qu'ils en ont ras-le-bol. Et en ce moment, nous avons un pays
qui s'est réorganisé sur le plan politique et sur le plan militaire. Ils ont une armée qui vient d'être formée, et ce n'est que le début. C'est une armée qui a une logistique supérieure à celle du Rwanda. C'est une armée qui est supérieure en nombre à l'armée rwandaise, et donc on fait face à un rapport de pouvoir qui change. Et veut pas, ceux qui vont au combat, je vous rappelle qu'au Rwanda en ce moment, il y a plusieurs cas d'enlèvement de jeunes enfants dans leur foyer, des jeunes mineurs de 15-16 ans qui sont enlevés et qui sont amenés au Congo sur le front par la force. Ces enfants servent de chair à canon parce que ils ne font pas le poids devant la puissance de feu de l'armée congolaise. Et en ce moment, on parle des Wazalendo. Tout à l'heure, Aline, tu as utilisé le terme milice, mais il s'agit des groupes de défense nationale. Donc, ce sont des citoyens congolais qui ont dit ou bien qui ont décidé de donner leur force, de donner leur vie pour leur pays. Ils appellent ça le sacrifice suprême. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à mourir au combat pour défendre la souveraineté de leur pays. Et en ce moment, le M23 est en train de perdre tous les territoires ou la majorité des territoires qu'ils avaient conquis face aux Wazalendo, les groupes de défense nationale. Et quand l'armée va entrer en compte, qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, le rapport de force sera très, très important. Et on peut se questionner. On est des humains et nous analysons cette situation avec beaucoup d'intérêt. On peut se questionner. Est-ce que les Congolais vont chasser les agresseurs de leur territoire et s'en arrêter là? Est-ce qu'ils vont s'arrêter sur le fait qu'ils ont ramené la sécurité sur le territoire national? Je ne sais pas. Parce que la vérité est que aussi longtemps que Kagame sera au pouvoir au Rwanda, ce pays sera toujours en danger. Et donc, il faudrait faire face à l'origine du problème, aux racines du problème. Et les racines du problème sont les deux éléments que j'ai mentionnés au début de mon intervention, qui sont l'esprit hégémonique, l'esprit diabolique de Paul Kagame. C'est à partir de là, c'est à cause de ces deux facteurs, de ces deux éléments, qu'on a une guerre qui est en train de massacrer des jeunes qui en ce moment seraient des jeunes qui seraient à l'école, qui seraient en train de travailler pour leur pays, en train de donner des impôts, en train de nourrir leur famille, en train tout simplement de s'émanciper et émanciper leur société et leur pays respectifs. Le contraire est qu'on a des jeunes qui sont en train de mourir au combat, un combat qui ne concerne que la personne de Paul Kagame. Paul Kagame a un fils qui maintenant fait partie de la garde présidentielle. Est-ce que son fils est au combat pour montrer l'exemple aux autres jeunes Rwandais qui sont en train d'impliquer dans cette guerre? Aucunement. Et c'est pour ça qu'on sensibilise la population congolaise et la population rwandaise d'éviter de tomber dans ce piège. Il s'agit d'une guerre de Kagame, il ne s'agit pas d'une guerre de Rwandais, il ne s'agit pas d'une guerre entre les Rwandais et les Congolais, il s'agit d'une guerre où les Congolais sont en train de se défendre contre l'agresseur qu'est Kagame. Kagame a plusieurs ruses, notamment celle de prétexter que le problème, ce sont les frontières. Le problème, ce sont les rwandophones qui vivent au Congo. Le problème, ce sont les Tutsis qui sont marginalisés au Congo. C'est totalement faux. Je vous rappelle qu'en 96, quand Kagame faisait équipe avec Laurent Désiré Kabila, qu'il a assassiné par la suite, il n'a jamais parlé d'un problème de rwandophones ni d'un problème de Tutsis en RDC. Il parlait des réfugiés rwandais, il parlait des Interahamwe et des experts qui voulaient attaquer le Rwanda et reprendre le pouvoir. Cette question de division basée sur l'ethnisme a débuté au moment où les Congolais ont dit non, nous ne voulons pas d'influence rwandaise dans notre pays. Et l'intention de Kagame était une intention hégémonique, faut pas l'oublier. La preuve étant que quand Mobutu a été chassé au pouvoir, il était chassé du pouvoir, qui était le chef d'état-major de l'armée rwandaise en RDC? C'était le général James Kabarebe, un Rwandais qui dernièrement a été mis à la retraite, mais ça a été un proche collaborateur au niveau, sur le plan militaire,
de Paul Kagame. Il a été le chef d'état-major, il a été son conseiller militaire à la présidence. Il a occupé plusieurs postes et c'est lui qui avait dirigé plus ou moins la guerre en 96, la guerre qui a été justement menée pour chasser Mobutu du pouvoir, mais aussi pour déstabiliser la RDC et continuer à la piller. Et donc, on doit s'indigner, on doit aussi être solidaire avec la population congolaise, le gouvernement congolais, dans sa lutte contre cette agression. Pourquoi nous sommes solidaires en tant que Rwandais? Les gens peuvent se poser beaucoup de questions, mais ce n'est que simple. Le régime du président Paul Kagame est un régime qui ne respecte aucunement les droits de la personne au Rwanda. L'espace politique est fermé. Toute forme de liberté est bafouée. Des journalistes croupissent en prison. Des jeunes sont enlevés. Des jeunes filles sont utilisées dans l'exploitation sexuelle. Des jeunes filles sont vendues à l'étranger dans l'intérêt des hommes forts qui font partie de la clique de Paul Kagame. En ce moment, au Rwanda, la famine fait des ravages. Il y a des jeunes qui ne mangent qu'une seule fois aux 3 jours. Dans un pays où on voit un président organiser des événements de niveau international, notamment, on en avait parlé dans une ancienne émission, dans une précédente émission, la réunion ou le sommet pour l'émancipation des femmes qui a été tenu au Rwanda. Giants Africa, on en avait parlé. Il y a cette cérémonie de donner des noms aux gorilles. On voit des célébrités y aller. Idriss Elba, Didier Drogba, Kevin Hart, plusieurs personnes y aller. Ces personnes n'ont aucune connaissance de la souffrance des Rwandais en ce moment. Une souffrance qui est imposée par un régime qui a choisi de bâtir ses racines et sa force sur l'oppression. Une oppression sanguinaire, une oppression constante, une oppression sans cesse sur toutes les couches, sur toutes les diversités qui composent la société rwandaise. Et donc, à partir de là, nous avons un intérêt commun avec les Congolais qui veulent ramener la paix dans leur pays. Et nous, notre intérêt, on ne va pas se le cacher, on est très transparent. Notre intérêt, c'est le changement du régime politique au Rwanda. C'est la seule façon de garantir la paix pour les Rwandais, la paix pour les Congolais, mais aussi la paix pour les peuples de la sous-région des Grands Lacs. Et donc, mon intervention s'arrête là, mais je voudrais vraiment souligner notre indignation, notre dénonciation, mais aussi notre solidarité au peuple congolais dans sa lutte contre l'agresseur qui est Paul Kagame, un agresseur qui nous agresse aussi tout le monde. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je pense que tu vas en parler, il y a des rapports qui sont en train de sortir, le rapport de Human Rights Watch, qui nomme que le gouvernement du Rwanda met beaucoup d'efforts à opprimer même les Rwandais qui fuient le Rwanda. Donc, je te retourne la parole, chère Aline. Merci Achille. Donc, le deuxième point que nous allons aborder, c'est le discours de Félix-Antoine Tshisekedi à l'ONU. Le discours est bien sûr très long, donc on ne va pas parler de tous les discours, mais il y a certains points que j'ai relevés dont je voulais parler. Le premier, c'est qu'il a bien réitéré le souhait du retrait accéléré de la MONUSCO de la RDC. Il a aussi souligné l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC. Enfin, il a aussi fustigé la politique de 2 poids 2 mesures du Conseil de sécurité des Nations Unies dans la recherche de solutions aux différentes crises à travers le monde. Et ici, je pense directement à la façon dont les États européens ou les USA ou le Canada et compagnie ont vite été au secours de l'Ukraine, alors avec des milliards d'euros en aide et en munitions, alors que au Congo, ça fait depuis des décennies qu'il y a des massacres, depuis des décennies qu'il y a des gens qui meurent tous les jours, et pourtant là on n'a pas été directement au secours du Congo. Et donc Achille, ma question pour toi, c'est premièrement, est-ce que toi aussi tu vois bien que la diplomatie de Tshisekedi est vraiment une diplomatie forte, assez puissante, parce que à chaque fois qu'il en a l'occasion, il dit clairement qui est l'ennemi de la RDC.
Et en même temps, en fait, à chaque fois qu'il dit qu'il est l'ennemi de la RDC, il dénonce aussi qui est l'ennemi des Rwandais. Parce que l'ennemi de la RDC est le même ennemi des Rwandais, c'est-à-dire Paul Kagame. Et aussi, qu'est-ce que tu peux dire sur cette politique internationale de 2 poids 2 mesures? La parole à toi, merci. Merci Aline pour cette question. On ne fera pas de détour. Le président Félix Tshisekedi est un président qui nous a démontré qu'il est capable de faire une lecture pragmatique des situations ou bien des crises auxquelles sont confrontés son pays et sa population. Et donc, je tiens à rappeler que par rapport au Rwanda, il a clairement presque éduqué sa propre population en leur disant que le problème, ce n'était pas les Rwandais. Au contraire, les Rwandais sont un peuple frère. Le problème, c'était Paul Kagame et ses acolytes qui veulent continuer à piller les ressources naturelles, les ressources minières en RDC. Et donc, il a aussi rajouté que les Rwandais avaient besoin des Congolais pour se débarrasser de ce régime indigne des droits de la personne et ce régime indigne tout simplement des conditions de vie humaines. Et donc, à partir de là, il a une très bonne lecture de la situation. Deuxièmement, par rapport à son intervention sur la politique de 2 poids 2 mesures, effectivement, il a raison. Beaucoup de gens se sont tus pendant longtemps par rapport à cette attitude des puissances internationales qui consistait à parfois sanctionner et parfois louer les louanges de leurs partenaires dépendamment de leurs propres intérêts. Sauf que les discours restent et c'est cela qui a conduit à l'indignation. L'indignation des peuples africains en ce moment est basée justement sur cette attitude qui est incohérente et qui n'est pas du tout crédible. Juste à titre d'exemple, au Tchad, il y a eu un président qui s'est autoproclamé, issu de l'armée, et il a été accueilli à bras ouverts par une des puissances internationales, notamment la France. Mais quand on voit les mêmes actions au Mali, au Burkina et au Niger, on voit une attitude différente. C'est-à-dire que à un moment donné, les intérêts ont pris le dessus sur les conditions de vie des gens. Et en ce moment, on voit un renversement de situation où les individus, où les populations réclament plus de dignité, réclament des meilleures conditions de vie, surtout que les richesses qui sont utilisées ou qui sont exploitées pour améliorer les conditions de vie des autres populations, notamment celles qui vivent dans ces pays riches, sont des richesses qui sont exploitées à partir des pays où ces gens sont pauvres, où ils vivent la pauvreté. L'une des conséquences de cette pauvreté extrême est l'immigration qu'on voit, ce qu'on appelle la crise des migrants, des gens qui quittent leur pays et qui vont dans les pays maghrébins, qui font face à plusieurs activités indignes de la personne. Ceux qui parviennent à y échapper traversent la Méditerranée dans l'espoir de rejoindre l'Europe pour aspirer à des meilleures conditions de vie. Ils prennent le risque de mourir. Beaucoup sont morts, beaucoup ont été noyés. Beaucoup ont été noyés devant même des officiels de certains pays européens. Et au-delà de ça, on remarque, dans les 10 ans passés ou les 15 ans passés, on remarque que la politique en Europe est dominée par des discours du tapage sur l'immigration. Et pourtant, les causes de l'immigration sont aussi liées à ces inégalités. Des inégalités qui sont liées à la nature des partenariats que les puissances internationales ont signés avec les dirigeants de ces pays africains. Et en ce moment, l'indignation réclame un changement de la nature du partenariat. L'indignation ne demande pas un refus de partenariat. L'indignation réclame des partenariats gagnant-gagnant. Et cette indignation va continuer aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'amélioration au niveau de la nature de ces partenariats. Ceux qui ont compris, je pense qu'ils vont s'ajuster et ça sera bien, ça sera très intéressant pour tout le monde. Ceux qui n'auront pas compris, ils feront face à la résistance et
à l'indignation de la population. Et c'est pour ça que en RDC, ils se sont posé la question, la MONUSCO qui est là depuis longtemps, elle a servi à quoi? Quelle est la résultante? Quels sont les résultats? Les groupes armés sont toujours en RDC. Et donc, il n'y a pas vraiment de résultats au niveau de la sécurité, au niveau des conditions de vie des gens. Et c'est pour ça que la RDC se positionne dans une optique de ne compter que sur elle-même. C'est-à-dire, au niveau de la sécurité, ils vont compter sur eux-mêmes et c'est pour ça qu'ils réclament ou bien qu'ils ont ordonné à la MONUSCO de quitter le pays dès décembre 2023. Ce qui est quand même frappant, c'est aussi cette volonté, cette insistance du président Félix Tshisekedi sur la tenue des élections pendant que son pays est en guerre. À mon humble avis, il est persuadé, il est sûr que d'ici décembre, du moins le territoire national, tout le territoire national sera en sécurité et que chaque famille, chaque individu, chaque citoyen, citoyenne congolais, congolaise sera de retour ou sera pas relocalisé, mais les gens retourneront dans leur foyer. Et à partir de là, les élections pourraient être tenues en toute transparence et en toute liberté. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut applaudir. Et si nous pourrions avoir plusieurs dirigeants en Afrique qui auraient la même lecture, qui auraient dans leur discours et dans leurs activités économiques, dans leur vision politique, si on pouvait avoir plusieurs dirigeants comme Félix Tshisekedi, on en a quelques-uns qui font la différence, mais si au Rwanda on pouvait avoir ce genre de dirigeants, ça serait parfait. Et on aspire à avoir des dirigeants qui ont le sens de l'état de droit, qui ont le sens de permettre au peuple de s'émanciper à travers les principes de démocratie, à travers les valeurs de liberté, d'expression, de toute forme de liberté et puis d'éducation et tout simplement aussi à travers des activités de croissance économique qui pourraient être bénéfiques à nos populations. Et donc, on ne peut que applaudir et saluer le courage et le pragmatisme du président Tshisekedi. Mais au-delà de ça, je réitère notre position qui est celle de nous allier, d'être solidaires et de nous allier au peuple congolais dans sa lutte pour la souveraineté et l'indépendance de leur pays, parce que nous sommes aussi dans cette guerre contre le président Paul Kagame. Merci Achille. Donc le dernier point qu'on va aborder, c'est cet appel de la France fait ce mois de septembre, c'était le 29 septembre, où ils ont déclaré qu'ils appelaient le Rwanda à cesser son soutien militaire au M23. Et d'ailleurs, quand ils disent M23, je ne suis pas très d'accord parce qu'ils auraient dû dire qu'ils devaient arrêter d'envahir parce que c'est l'armée rwandaise qui a en effet envahi la RDC et qui utilise le M23 comme bouclier. Donc, je n'aime pas trop ce mot de dire soutien parce que ce n'est pas vraiment un soutien. En fait, c'est l'armée rwandaise qui est sur place et qui est en train de faire, de s'affronter à la population congolaise. Et donc, à ces Wazalendo dont on dit, ce sont des citoyens courageux, patriotes. Franchement, c'est quand même quelque chose de beau à voir parce qu'on manque de ça au Rwanda, on manque de personnes qui aiment la patrie. Et donc, bravo aux Wazalendo. Et donc, le gouvernement français se disait préoccupé par l'accroissement des tensions dans l'est du Congo et qu'il condamnait le maintien du 1-23 sur les positions qu'il a conquises dans l'est du Congo et qu'il appelle ces rebelles à se retirer et puis aussi à prendre part au processus de cantonnement. Premièrement, ce processus de cantonnement, l'échéance est déjà dépassée, donc ce n'a vraiment plus de sens de parler de cantonnement à cette date-ci. Et puis, selon l'ambassadeur Nicolas de Rivière de la France, il disait que le Royaume-Uni et les États-Unis ont proposé
des sanctions contre 2 responsables du M23 et du FDLR pour des exactions dans l'Est du Congo. Mon commentaire sur cela, c'est que la première personne qui devrait être sanctionnée pour ce qui se passe à l'Est du Congo, c'est Paul Kagame, car c'est lui, en fait, qui utilise le reste. C'est lui le maître de ces marionnettes. Et donc, faire des sanctions par-ci par-là, en fait, ça ne change rien lorsque le maître de cérémonie est toujours assis à la table. Donc, je pense qu'il est vraiment temps que la France puisse nommer Kagame par son nom, puisse nommer l'ennemi par son nom, et enfin aussi sanctionner l'ennemi en personne. Donc, on attendait ces déclarations, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Et ma question à toi, Achille, est-ce que tu penses que l'échec de la diplomatie française au Sahel a précipité cette déclaration? Est-ce que tu penses que Macron s'est rendu compte qu'il ne pourrait plus rester muet, voyant que des pays commencent à se positionner clairement aux côtés de la RDC? Et est-ce que tu penses que cette déclaration est sincère et qu'elle sera suivie par des sanctions pertinentes? Merci. Merci Aline pour cette question qui est quand même importante. Premièrement, il faudrait saluer toute action prise contre le gouvernement du Rwanda, contre le régime de Paul Kagame, parce que c'est un régime qui n'existe que par la terreur et l'oppression envers sa population et les autres populations de la sous-région des Grands Lacs. Et donc, toute action contre eux, nous devons la saluer. Maintenant, tu viens de toucher un point qui est très important, mais qui est un point d'ordre géopolitique et qui est un point d'ordre diplomatique. Tu sais, Aline, les pays n'ont pas de partenariat ni d'alliance par amour ou bien par sentiment. Ils ont des partenariats par intérêt. La France a des intérêts sur le Rwanda a des intérêts sur la France. Mais quand ces intérêts ne répondent pas aux besoins des populations, je pense que les dirigeants ou les gouvernances doivent se re-questionner et savoir si ce genre de partenariat est viable à long terme ou pas. Et à mon humble avis, le partenariat qui existe entre la France et le Rwanda en ce moment n'est pas viable parce qu'il ne répond pas aux besoins de la population rwandaise. Et je pense que cette lecture est en train d'être faite par les autorités françaises qui ont beaucoup d'intérêt en Afrique, pas seulement au Rwanda, et qui, à mon avis, vont finir par adhérer à cette nouvelle réalité. Une réalité où les partenariats doivent absolument être gagnant-gagnant et dont les signaux ou les indicateurs de réussite seront évalués uniquement par l'émancipation des peuples. Émancipation au niveau éducatif, émancipation au niveau économique, émancipation au niveau politique et tout simplement émancipation au niveau des conditions de vie des gens. Et donc, je crois fortement que la donne va changer. Je pense que les Rwandais n'ont rien contre la population française. Nous n'avons rien contre la gouvernance française, à part les contradictions sur leur partenariat, sur leur collaboration avec la personne qui nous opprime et qui opprime le peuple rwandais, tout simplement. Et donc, ces partenaires vont toujours exister, mais ils vont devoir répondre aux besoins de nos populations respectives. Les Rwandais aspirent à l'émancipation comme toutes les autres populations. Les Rwandais aspirent à plus de liberté. Les Rwandais veulent que l'espace politique au Rwanda soit ouvert parce que c'est à partir de là que chacun de nous pourra apporter son apport dans la construction de notre société, de notre État. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir un État de droit seul garanti dans un régime politique basé sur les valeurs de la République. C'est la seule garantie d'avoir des États qui fonctionnent et qui sont mis dans les meilleures conditions, leur permettant de répondre aux besoins de la population, c'est-à-dire indépendance des institutions et séparation des pouvoirs, ce qui n'existe pas au Rwanda. Et donc, d'avoir un pays dont les valeurs sont la liberté, fraternité, avoir des relations
très profonde, très importante avec un régime qui agit contrairement aux valeurs de ce pays, notamment la France, c'est quand même aberrant. Mais je tiens aussi à saluer les actions que le gouvernement des États-Unis a prises, notamment sanctionner un officier supérieur de l'armée rwandaise, Andrew Nyambumba. Il a été des sanctions et des mesures ont été prises contre lui, et nous sommes persuadés et nous espérons que les autres aussi vont suivre, parce qu'il n'est pas le seul dans cette affaire. Nous nous réjouissons aussi du fait que la coopération militaire entre les États-Unis et le Rwanda a cessé. Les États-Unis y ont mis fin. C'est quand même une victoire pour le peuple rwandais. Et nous nous réjouissons aussi du fait qu'un peu partout, l'opinion publique, l'opinion internationale change de ton, change de lecture et change aussi de discours par rapport au Rwanda. Le Rwanda est en ce moment cité dans plusieurs instances, dans plusieurs situations, comme étant un pays qui ne respecte pas les droits humains. Et donc, je crois fortement que le pas que la France a fait est un bon pas que nous saluons, mais la France est capable de faire plus que ça, et elle devrait revoir aussi son soutien à Louise Mushikiwabo au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, une organisation dont les valeurs sont compatibles à l'émancipation des peuples, au respect de la dignité humaine, mais une organisation dont la principale responsable est une amie, est une collaboratrice très proche de Paul Kagame. Et donc, il y a encore des contradictions sur lesquelles il faudra travailler, et nous appelons justement le gouvernement français à revoir sa position par rapport au Rwanda et aussi par rapport aux autres dictatures qui sont en train de freiner le développement et l'émancipation des peuples en Afrique. C'est comme ça que le sentiment français va diminuer, et c'est comme ça que les intérêts ou ce qu'on appelle les partenariats, c'est comme ça que ces partenariats vont répondre aux besoins de nos peuples respectifs, parce que nous ne refusons pas les partenariats, mais nous refusons les injustices liées à la nature des partenariats actuels. Merci beaucoup, Achille, pour cette analyse. Je pense qu'on arrive à la fin de notre émission. Je remercie nos auditeurs et nos auditrices et leur promets qu'on va revenir d'ici 2 semaines avec de nouveau l'actualité sur notre région. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Aline pour ta bravoure, ta détermination. Il y a le rapport de Human Rights Watch qui est sorti, un rapport qui dénonce l'attitude du gouvernement de Rwanda, son oppression envers sa propre population. Et je dois saluer ton courage, ta détermination, parce que à travers ce rapport, on peut comprendre qu'une personne comme toi aussi peut être visée par les bavures et par la volonté du président Kagame à terre ses opposants. Par rapport à ce rapport, j'allais demander si c'était possible qu'on puisse mettre un lien peut-être dans la discussion qu'on a eue aujourd'hui pour que nos auditeurs et auditrices puissent jeter un coup d'œil à ce rapport. C'est quand même un rapport qui soutient beaucoup de choses qu'on a dit, c'est-à-dire ces manières mafieuses dont le gouvernement de Kagame a de forcer des jeunes hommes à aller se joindre dans cette guerre insensée. Et je pense que c'est très important que, tout le monde soit au courant, 2, que tout le monde partage à ceux qui connaissent le Visit Rwanda. Et en réalité, ce n'est pas un endroit à visiter, car tout argent que nos amis partout au monde vont dépenser au Rwanda sert à payer ces kidnappeurs, à payer ces faiseurs du mal. Et donc, c'est très important qu'on puisse comprendre que visiter le Rwanda, c'est en fait être complice aujourd'hui de la mafia de Kagame. Donc, si on pouvait rajouter ce lien, je pense que ça serait très important pour nos auditeurs et auditrices de le lire d'eux-mêmes. Tu as tout à fait raison, et nous allons demander à nos techniciens de s'assurer que le lien soit disponible pour que les gens puissent lire le rapport eux-mêmes. Moi, je l'ai déjà partagé dès que je l'ai reçu, et les personnes qui le lisent sont sidérées, sont saisies, et ils sont choqués
par la situation telle qu'on en parle, parce que justement, Paul Kagame a mis beaucoup d'énergie dans la communication, dans une communication qui démontre que le Rwanda est un pays qui se développe bien, qui avance bien. Ils vont prendre 4 immeubles, des immeubles modernes, hein, on va pas se le cacher. Ils vont les prendre en photo et faire croire que tout le Rwanda est construit comme ça. Ils vont montrer 3 routes, 3 autoroutes il n'y a même pas d'autoroute au Rwanda, ce sont des boulevards. Ils vont prendre 3 boulevards qu'ils vont nettoyer de façon très minutieuse par des femmes qui sont impayées, qui ne sont pas payées, ou bien qui sont sous-payées, et ils vont faire croire que tout le Rwanda est propre à ce point. Le régime de Kagame en ce moment développe des bons partenariats avec des étrangers, mais envers sa population, c'est une oppression sanguinaire sans précédent. Et donc, oui, on mettra le lien en place. Et disons merci à tous nos auditeurs et auditrices de nous suivre, de nous donner leurs commentaires. Et ceux qui veulent participer à cette émission, vous êtes les bienvenus. Il faudra juste communiquer avec nous dans les coordonnées, à partir des coordonnées que nous mettrons dans la description de cette émission. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Aline. Bye bye.